Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Alors quand on parle de la Chine en ce moment, on se focalise généralement sur ses problèmes immobiliers et également sur l'atonie de sa consommation. Mais selon notre invité Christian Parizeau, président de Altair Economics, on serait avisé de regarder ailleurs. Avant d'engager la discussion avec Christian, rappel rituel, abonnez-vous, c'est très important pour nous soutenir. Commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on ne regarde pas en Chine et qu'on devrait regarder ? Alors c'est vrai qu'on est tous focalisés sur ces fameux prix de l'immobilier qui sont assez mal orientés. Alors ça pèse sur la consommation puisque les Chinois investissaient énormément dans l'immobilier et leur épargne pour se fournir un capital de retraite. Et donc clairement, la crise immobilière, la défiance vis-à-vis des promoteurs est un élément qui explique le ralentissement chinois. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut peut-être regarder ailleurs et il faut se regarder surtout dans ce fameux plan de relance chinois. Alors certains vont vous dire c'est super, la Chine va redémarrer et c'est vrai qu'on est sur un plan tellement massif qu'on va avoir des effets positifs de relance de la Chine. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça ne va pas générer de nouveaux risques derrière ? Est-ce que finalement, on ne va pas encore plus déstabiliser l'économie ? Alors je m'explique, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a un gouvernement chinois qui veut relancer son économie, mais pas forcément relancer le secteur immobilier. Ils veulent le stabiliser. Ce qui est plutôt sain d'ailleurs. C'est plutôt sain. Ils veulent le stabiliser, ils vont faire en sorte que les promoteurs immobiliers trouvent des financements pour éviter que la crise empire. Donc ça, c'est plutôt sain. Mais ils veulent surtout pas relancer l'immobilier. Et donc aujourd'hui, l'objectif du plan chinois, c'est d'une part d'assainir les finances publiques, les finances des collectivités locales qui étaient très dépendantes de ce marché immobilier. Donc ça montre bien qu'ils veulent désensibiliser l'endettement et les ressources des finances locales de l'immobilier. Donc ça c'est bien, premier élément, mais ça ne va pas vraiment relancer l'économie. Et où est le plan de relance ? Il est essentiellement dans le secteur manufacturier. Mais alors pourquoi se focaliser précisément sur l'investissement manufacturier ? Est-ce que c'est lié notamment aux tensions géopolitiques avec les États-Unis ? Alors oui, il y a une partie qui est liée à une volonté de plus dépendre des États-Unis sur certaines exportations types, mais ce n'est pas le seul élément. La Chine a un vrai problème aujourd'hui sur, d'une part, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Les IDE. Les investissements directs étrangers sont en train de se retourner de manière assez violente. Alors on a un graphique à l'écran qui illustre ça de façon assez nette et limpide en effet. Donc on a vu que ces investissements directs étrangers avaient été toujours positifs ces dernières décennies. Et là, on voit qu'on vient de basculer en territoire négatif. C'est pour ça qu'on voit que la Chine essaye aujourd'hui de parler aux grandes entreprises internationales en leur disant qu'ils sont toujours une terre pour l'investissement, mais on voit qu'il y a véritablement de la part aujourd'hui des grandes entreprises une volonté de se désensibiliser de la Chine. Il n'y a pas plus tard que quelques mois, la BCE a fait une enquête auprès des multinationales partout dans le monde. 49% des multinationales désirent maintenant produire plus près du consommateur. Donc ça veut dire vraiment délocaliser l'outil de production et la majorité mettait en avant, elle ne voulait se désensibiliser de la Chine. Alors ça veut dire qu'elle ne veut pas complètement ne plus rien produire en Chine. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre de nouveaux moyens en Chine, on ne va pas développer la production en Chine, on développe ça dans d'autres pays pour ne pas dépendre que de la Chine. Donc aujourd'hui, ils ont un vrai problème, c'est qu'il y a une vraie défiance liée à la politique américaine, liée aux conséquences de cette crise du Covid, où on ne veut pas dépendre d'un seul fournisseur chinois. Et donc on voit qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui des étrangers de ne plus investir directement sur le sol chinois. Donc ça, déjà, investissement direct étranger, ça s'est retourné. Alors, mais il n'y a pas que les étrangers, parce que quand on regarde, et c'est un autre graphique, les profits nets réinvestis en Chine, et là, ça inclut toutes les entreprises, on voit aussi que les entreprises ne réinvestissent pas leurs profits localement. Et ça, c'est très inquiétant pour les gouvernements chinois. Ce qui s'aperçoit, c'est que longtemps, alors déjà quand on était non-résident, tant qu'on était une entreprise américaine, quand on faisait des profits en Chine, on réinvestissait ces profits en développant l'outil de production chinoise. Donc il y avait déjà une grosse partie des profits étrangers qui étaient
réinvestit sur le territoire chinois. Bon, là, ils sont en train de le rapatrier. C'est leur droit, mais on voit déjà qu'il y a un changement de comportement de la part des entreprises. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on voit des entreprises chinoises qui aujourd'hui ont des profits, mais ne réinvestissent pas sur le sol chinois et préfèrent l'investir au Vietnam, le réinvestir en Inde, en tout cas le réinvestir dans les pays de la zone Asie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils essayent de contourner finalement toutes les mesures qui ont été mises en place aux États-Unis, notamment les taxes, les droits de douane qui ont été mis en place sur les produits chinois. Plutôt que de produire en Chine, on va faire des unités de production au Vietnam et puis on va exporter directement au niveau des États-Unis. Ça veut dire que globalement, on préfère avoir comme client le consommateur américain que le consommateur chinois et qu'on n'a pas véritablement confiance que cette consommation chinoise va être suffisamment forte pour véritablement absorber toute la production domestique. Et donc, on contourne ça au niveau des entreprises chinoises en investissant dans la zone Asie. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a vraiment un problème d'investissement domestique aussi, de retour de la confiance. Et donc, le gouvernement chinois a donc mis en place ce plan, ce fameux plan de relance, et qui vise surtout à relancer l'investissement. Alors, juste pour vous donner un chiffre, pour bien voir, c'est aujourd'hui, si vous prenez les entreprises d'État publiques chinoises, vous êtes sur une croissance de l'investissement dans le secteur manufacturier de plus de 4%. Si vous prenez les entreprises du secteur privé, vous êtes sur une hausse de l'investissement de 0,8% sur un an. Donc ça vous montre à quel point il y a un écart et il y a une volonté du gouvernement chinois de stimuler l'investissement, via les grandes entreprises chinoises, les grandes entreprises publiques chinoises qui sont aux ordres de Pékin et qui investissent naturellement. Et le plan va renforcer cette volonté de relancer l'investissement au niveau des entreprises d'État. Mais il y a une volonté aussi de développer certaines technologies pour se rendre moins dépendant des États-Unis. Alors c'est là où je pense qu'il y a un problème, parce que sur le fond, on pourrait se dire pourquoi c'est pas si mal que ça, qu'on ait un plan de relance de l'investissement. L'investissement, c'est la croissance de demain, ça pourrait être une bonne chose, et puis ça pourrait peut-être permettre aussi à la Chine de monter en valeur ajoutée. S'ils investissent dans des secteurs porteurs à forte valeur ajoutée, c'est ce que cherche la Chine, pour mieux rémunérer ses salariés, et puis pour monter en gamme, et donc ne plus être concurrencé par le Vietnam et par tous les pays qui ont un coût du travail très bas. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose que l'État incite à investir. Le problème, c'est que le gouvernement chinois a donné des investissements prioritaires et a bien ciblé les secteurs qui sont aujourd'hui prioritaires, dans lesquels on va relancer l'investissement public et l'investissement manufacturier. Et dans ces secteurs prioritaires, ça va être tout ce qui est secteur des batteries, secteur des voitures électriques, secteur des semi-conducteurs. Alors on comprend semi-conducteurs, hein. Ils veulent faire face au fait que les États-Unis aujourd'hui bloquent les exportations de certains semi-conducteurs vers la Chine. Donc il faut développer l'offre chinoise. Donc c'est pas aberrant qu'ils investissent là-dessus. Mais en tout cas, on voit qu'ils font comme tout le monde. L'Europe investit dans les semi-conducteurs, dans les batteries, dans les voitures électriques. Là, les États-Unis investissent dans les unités de production de semi-conducteurs, de voitures électriques et de batteries. Et que fait la Chine? Le fait aussi massivement, mais on le fait aussi massivement avec un plan aussi énorme que l'IRA américain, que les subventions européennes. Donc finalement, on va encore accentuer les excès. Alors là où ça pose peut-être un petit problème par rapport à l'Europe, c'est qu'à l'Europe, on part de zéro. Donc quand on fait une usine de batterie, on va dire on part de zéro. Sauf qu'en Chine, aujourd'hui, on a quasiment en prévision d'investissement autant de capacités de production qui pourraient répondre à la demande mondiale de demain. Donc c'est-à-dire que la Chine, à elle seule, pourra fournir le monde entier en batterie, pourra fournir quasiment une grande partie de la demande de véhicules électriques. Et aujourd'hui, dans les semi-conducteurs, très clairement, il va y avoir une montée en puissance très forte des capacités de production en Chine. Et donc, toute cette aide massive du plan, on peut le voir d'un côté en se disant ça va accentuer la concurrence, ça va être plutôt désinflationniste ou déflationniste, oui, mais ça peut créer un peu l'image qu'on avait vue avec les panneaux solaires, c'est aussi destructeur et ça crée des surcapacités de production dans des secteurs qui sont certes à forte croissance, mais aujourd'hui on voit que la croissance de l'offre au niveau mondial risque d'être nettement supérieure à la demande. Donc il faut faire attention à tous ces secteurs que vous venez d'évoquer, hein, Christian, les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les batteries, puisque là, vous dites clairement, on va être en surcapacité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque, pardonnez-moi, mais un risque du côté des banques? Parce que quand on stimule l'investissement, généralement, on prête davantage, ou les banques prêtent davantage. Or, les banques chinoises ne sont pas tout de même celles les mieux dotées en termes de ratio de solvabilité.
hein, on peut le dire comme ça. Oui, déjà, c'est des banques qui sont beaucoup plus fragiles, qu'on subit ce qui s'est passé par le passé. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises chinoises ont surinvesti dans des capacités très excédentaires. Hein. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, à l'instant T, on a un excès de stock de panneaux solaires qui est lié à une surproduction de la Chine. Hein. Donc, la Chine a beaucoup trop investi déjà par le passé. Mais là, on va avoir un nouveau plan qui va accentuer cet investissement manufacturier. Hein. Juste, je n'ai pas dit le chiffre, mais 38% de hausse des crédits destinés à ces secteurs prioritaires chinois dans le secteur technologique. 38% de croissance déjà sur un an. Oui, donc, ce qui est quand même déjà considérable. Et donc, ces banques chinoises, alors elles prêtent aux entreprises d'État, mais elles prêtent aussi parfois via des montages que font encore les collectivités locales. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont substitué les montages qu'elles faisaient beaucoup sur l'immobilier par des montages vis-à-vis du secteur manufacturier. Donc, on refait un peu les mêmes erreurs qu'on avait fait dans le secteur immobilier, dans lequel on surinvestit énormément. Et donc, ça va être potentiellement, pas forcément tout de suite, mais potentiellement des nouvelles créances douteuses qui risquent de s'accumuler dans les banques. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que le FMI a fait récemment une simulation. Alors, on a le graphique à l'écran, justement, et je vais vous demander de bien nous le commenter pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, dans cette simulation, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit, c'est tout simple, hein, comme toujours, c'est ce qu'on appelle les tests de résistance, c'est des simulations. Alors, on fait la simulation de ce qu'on appelle le ratio Tier 1, ce qui est un ratio de solvabilité, de qualité du secteur bancaire. Donc, on voit très clairement l'Europe, les États-Unis, on a un ratio qui reste dans le scénario idéal, qui reste assez élevé, mais on s'amuse à créer un scénario de stress. Et donc, quand on fait ce scénario de stress, on s'aperçoit qu'il y a forcément une dégradation de ce ratio. Et là, on voit qu'aux États-Unis ou en Europe, il y a un impact. Il y a un impact sur la qualité, sur la solvabilité des banques, mais ça reste largement gérable. Par contre, on voit que déjà, avant de ce que je viens de vous dire, d'accumulation de nouvelles créances douteuses, potentiellement, on voit que s'il y avait un scénario de stress très fort sur l'économie chinoise, les banques chinoises seraient quand même en grande difficulté et verraient une vraie dégradation de leur ratio. Et donc, si derrière, je vous dis qu'on fait un nouveau plan qui va générer de nouveau des créances douteuses, on voit qu'on est quand même dans une situation particulièrement tendue. Donc, on fait que alourdir finalement une situation qui est déjà assez critique pour les banques. Alors ça va pas arriver tout de suite, c'est pas quelque chose qui va exploser, je vous dis pas que demain c'est la crise des banques chinoises, je dis juste que attention, on a déjà un maillon faible dans l'économie chinoise et on est en train d'avoir une politique de la part du gouvernement et une politique de relance qui finalement transfère le risque encore à ce secteur bancaire et donc ce secteur bancaire pourrait être encore en difficulté dans les prochains mois. Alors je reviens tout de même sur le graphique pour qu'on l'explique bien. Donc on a deux scénarios à chaque fois évoqués, un scénario standard de base et un scénario adverse, et on voit l'évolution donc de ce ratio Tier 1. Et en effet, on mesure à quel point déjà la situation chinoise était plutôt médiocre en matière de ratio Tier 1, et si la Chine est confrontée à une situation un peu adverse, ça risque de se dégrader fortement, ce qui veut dire que ces banques vont souffrir. Donc, bon, ce que vous êtes en train de nous dire, Christian, c'est que oui, on se focalise sur l'immobilier, oui, on se focalise à raison sur la consommation, mais que donc, il faut tout de même regarder un peu les incidences négatives aussi du plan de relance, même s'il a des incidences positives. Mais du coup, est-ce qu'il faut jouer ce plan de relance ou pas? Est-ce que finalement les risques que vous évoquez ne vont pas se matérialiser dans un second temps? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, après la correction qu'ont subi les actions chinoises, elles ne représentent pas une opportunité? C'est toujours un problème de timing. Alors forcément, quand vous dépensez de l'argent, quand vous faites des dépenses publiques, ça se retrouve dans la croissance. Donc ça, c'est évident qu'on peut s'attendre à une amélioration de la situation en Chine. On commence à le percevoir, on commence à avoir quelques indicateurs qui sont un peu mieux orientés. L'investissement qui va être fait là, qui va être aidé par l'État chinois, ça va créer de la croissance, ça va créer de l'emploi. Donc ça va avoir un effet. Ce que nous, on regarde, c'est les effets multiplicateurs. C'est-à-dire, est-ce que ça a un effet d'entraînement? Est-ce que ça va réellement relancer l'économie? Là, ce qu'est en train de faire le plan chinois, c'est d'une part, une grosse partie de l'enveloppe va servir à désendetter au niveau local et au niveau des collectivités locales et des États et des provinces chinoises. Ça n'a aucun effet sur la relance. Donc, on ne sait pas très quelle est la part. Je ne peux pas vous dire que c'est la moitié ou pas. Ils ne nous l'ont pas dit. Ça assainit les finances locales.
ça fait remonter la dette au niveau de l'État chinois. Positif. Ce qui est quand même positif et qui est un gage plutôt de stabilité, hein, puisqu'on avait vu certaines villes chinoises arrêter les transports en commun, par exemple, parce qu'elles ne pouvaient même plus payer les transports en commun. Donc on est en train de enlever ce risque. On est en train d'aider les promoteurs immobiliers. Ça veut dire que ça peut permettre de stabiliser la situation, ça ne relance pas vraiment l'immobilier et on voit qu'ils ne sont pas dans l'idée de relancer vraiment l'immobilier. Alors après, il y a cette relance du secteur manufacturier qui devrait se voir, qui devrait être stimulée. Donc je pense qu'à très court terme, effectivement, on va avoir des bonnes nouvelles sur la production industrielle, sur l'investissement des entreprises. Ça peut même aider un peu l'Allemagne qui exporte beaucoup de biens d'investissement vers la Chine. Donc ça peut être un petit facteur d'amélioration du commerce mondial et de l'amélioration. Le seul problème, c'est que ça risque de retomber comme un soufflé. Donc en termes de timing, à très court terme, vous pouvez jouer peut-être ce plan de relance, cette amélioration conjoncturelle, même si je pense que les marchés seront assez prudents, hein, ils voudront avoir vraiment des signes de relance, mais le gros risque que vous avez, c'est qu'à terme, il n'y ait pas d'effet multiplicateur, qu'il n'y ait pas une vraie relance, un peu comme ce qu'on observait au Japon, hein, souvenez-vous, ces fameux plans de relance à coût de milliards de yens, et puis qui derrière débouchaient sur un trimestre bon, et puis derrière, ça se dégonflait, retomber. Et donc, il y a ce facteur-là, il n'y a pas d'effet multiplicateur. Et puis, deuxième effet, c'est que ça accroisse des capacités de production très excédentaires, que la Chine fasse du dumping au niveau des marchés internationaux dans ses exportations pour écouler des stocks et des capacités très excédentaires. Ça sera un élément modérateur de l'inflation. Alors c'est vrai que ça peut être pris de côté positif à ce niveau-là, mais ça sera aussi très destructeur pour certaines industries qui vont se retrouver clairement sur des capacités très excédentaires. Bon, donc pour synthétiser, le plan de relance chinois via les investissements au secteur manufacturier est une bonne chose en soi parce que oui, la Chine cherche à s'autonomiser et à ne pas relancer ce qui allait mal comme l'immobilier, ça ne sert à rien, il faut apurer, on stabilise les choses, donc ça c'est plutôt bien. La consommation, bon, si l'immobilier se tient ou se stabilise, ça va se stabiliser aussi, mais on ne va pas attendre monts et merveilles. Du côté de l'investissement manufacturier, on sait qu'il y a un besoin, puisque vous l'avez dit, là on a un manque d'investissement direct étranger. On a aussi des entreprises chinoises qui cherchent à délocaliser pour contourner d'une certaine manière les sanctions, ou en tout cas la politique très agressive commercialement des États-Unis. Bon, donc tout ça c'est un problème. Donc, il est logique que ça se fasse. Le souci, c'est que finalement, ces investissements se concentrent pour beaucoup dans des secteurs où on va avoir des surcapacités parce que finalement, on va avoir une offre mondiale excédentaire. Les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les batteries. Donc ça, attention, on risque d'avoir vraiment des gros problèmes de surcapacité. Et puis vous dites, ce n'aura pas d'effet multiplicateur. Enfin, ce plan de relance ne va pas non plus porter la Chine aussi vigoureusement peut-être que certains l'espèrent. Néanmoins, à court terme, alors j'oubliais l'aspect financier qu'on a évoqué aussi, on sait que la relance par les investissements, ça veut dire davantage de risques pris par les banques, or elles sont déjà dans une situation un peu tangente, ok, mais néanmoins, ce que vous dites, c'est qu'à court terme, oui, il faut peut-être jouer ce plan de relance, mais pas en attendre non plus monts et merveilles et imaginer une tendance structurelle pour les actions et les actifs chinois. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ce ne sera pas une thématique forte pour 2024 pour vraiment relancer l'économie mondiale. Christian, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié.